Je vais me présenter rapidement. Je suis chercheur, à la différence de beaucoup d'entre vous, et je travaille sur les relations entre art et environnement depuis quelques années déjà. Alors mon PowerPoint est en anglais pour favoriser un peu les échanges avec les tâches du dessous, puisque nous avons, nous les francophones, la malchance d'être au sous-sol. Et pour le coup, le travail que je vais vous présenter concerne la question des formes artistiques dans la perspective de l'Anthropocène. Alors tout d'abord, pour signaler un ouvrage qui n'est pas en haut dans la librairie, c'est un ouvrage qui a été publié chez Routledge et qui part d'un dossier, d'un corpus, comme on dit en sciences, de plus de 500 expériences artistiques dans le domaine des relations entre art et environnement, et donc un travail qui essaye de dresser un panorama de ces relations-là. Alors, une chose par rapport à ça, la première, c'est de dire que depuis les années 70, c'est une évidence, nos représentations de l'environnement ont évolué. Désormais, le ciel n'est plus peuplé de Dieu, mais peuplé de radioactivité, de pollution, de choses diverses comme ça. Le paysage peut être dangereux, et de fait, ce que nous contemplons peut générer à la fois une impression négative aussi bien que positive, si bien que nous avons des sentiments mêlés au regard de l'environnement qui est autour de nous. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur les questions d'écologie urbaine dans les années 90-2000, l'écologie urbaine c'était nouveau, mais de fait c'était avant tout une question écologique ou une question de géographie humaine ou de sociologie. Ce n'était pas une question esthétique. Et du fait d'un parcours qui est lié aux beaux-arts précédemment, j'ai amené cette question de l'esthétique dans le champ de l'écologie urbaine et dans le champ de l'écologie tout court, en considérant de fait que les nouvelles façons de regarder le paysage ou de regarder l'environnement étaient fondamentalement esthétiques. Alors, cette question-là, depuis les années 90, elle a fondamentalement changé. Là, je vous ai cité quelques shows, quelques expositions, et il y en a bien d'autres sur ces relations entre art et environnement. Là, c'est des expositions plus récentes sur la question de l'Anthropocène. De manière générale, nous, dans le domaine de l'écologie urbaine ou de la critique artistique, on considère que les formes qui sont produites par les artistes, mais aussi par les citadins ou par les habitants de manière plus générale, sont des formes qui relèvent d'une façon finalement de construire une médiation avec les changements tout autour de soi, et notamment des changements négatifs, une façon aussi de s'abriter, si j'ose dire. Et c'est des formes, par exemple, un jardin partagé, un paysage, une forme artistique qui permettent de discuter collectivement. Donc c'est une façon de les considérer, ces formes environnementales, qui est importante. Alors, ces relations art et environnement, si on en fait la genèse, on remonte au moins aux années 60-70. Vous savez que le mot environnement, en tout cas, est venu du côté de l'art vers les sciences plutôt que le contraire. Aussi bien que dans l'encyclopédie universaliste de 68, on voit très bien que le mot environnement réfère avant tout aux travaux, par exemple, d'Alain Caprow ou d'autres comme ça, qui avaient, dès les années, je ne me souviens plus de la date exacte de l'exposition, mais réalisé une exposition dans les années 60-70 qui s'appelait Environnement et qui constituait déjà une critique à l'égard de la société de consommation. Donc tous ces artistes-là, dès les années 70, adressent cette question environnementale avec l'idée de dénoncer cette critique, cette société de consommation, et c'était généralement des expositions qui étaient faites de déchets et une façon de démontrer finalement ce qu'était cette société de consommation. Alors là, c'est un travail de Les Levin qui est un travail qui rend compte finalement de l'exposition Earth Art, qui a été une des premières expositions en 69 sur cette question de l'environnement et qui s'est tenue à Cornell Université. Et vous voyez que là, c'est une manière de rendre compte un peu ironique par une pile de déchets de photographies qui reprennent le tag de l'exposition en question. Alors, ce qui distingue tous ces artistes, et je vais vous en montrer beaucoup après, qui travaillent sur cette question environnementale dès les années 60-70, c'est la notion d'expérimentation. Donc, il y a déjà qui entre en compte cette idée-là, et c'est des expérimentations que je tiens à distinguer finalement de ce qu'on appellera le land art, et qui aura une fortune tout à fait parallèle, puisque le land art des artistes comme Smithson ou d'autres artistes encore
ne s'intéresse pas à la question écologique au sens de système écologique interdépendant ayant trait au vivant avec des notions comme ça, mais vont finalement utiliser le paysage extérieur pour positionner des œuvres, alors que les artistes dont je parle sont des artistes qui sont fondamentalement engagés dans cette perspective écologique et de fragilité de la nature. Alors, la question de l'anthropocène, pour ceux qui savent, c'est une question qui apparaît à partir de 2002 exactement, et c'est un label finalement qui est jeté sur la table par un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen et qui a eu le prix Nobel. Et ce label servait à dire que nous entrons après l'Holocène dans la période de l'âge des êtres humains, c'est-à-dire c'est là où on peut considérer que les êtres humains ont un impact sur leur environnement tellement significatif qu'on en trouve trace dans les couches géologiques. Et du coup, une des façons de considérer cette perspective-là, c'est de dire, eh bien, nous sommes entrés dans l'âge de l'Anthropocène à partir du XVIIIe siècle, avec l'invention de la machine à vapeur, 1788, Watt. C'est l'idée que, finalement, l'Anthropocène, c'est aussi l'âge de l'industrie, l'âge d'un capitalisme industriel triomphant, mais c'est aussi l'âge des villes, l'âge de l'urbain et de l'expansion de l'urbain. D'autres chercheurs considèrent que l'Anthropocène, c'est plutôt l'agriculture. Donc on peut avoir, du coup, remonté à moins 10 000 avant Jésus-Christ. Donc l'Anthropocène, il y a trois perspectives pour le considérer. Une première géologique, je vous en ai parlé. Une deuxième qui a trait aux sciences de la Terre. Et du coup, c'est une perspective globalisante. On va essayer de voir du point de vue du système Terre de quelle manière ce système est affecté. Et puis, une perspective en termes de sciences de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va voir que c'est la sixième extinction c'est la sixième extinction de la vie et des êtres vivants depuis les débuts de l'humanité, enfin depuis le début de l'âge de la Terre, à vrai dire. Et c'est de ce point de vue-là qu'on va chercher à qualifier l'Anthropocène. Alors, une critique par rapport à cette question d'Anthropocène, parce que beaucoup de gens l'utilisent sans considération pour ce que ça peut vouloir dire. Et il y a une critique qui est importante et à situer dans une perspective esthétique. On appelle ça l'âge du sublime, d'une certaine manière. Et ça, c'est très important parce que le sublime, c'est une notion qui avait été qualifiée par Kant et puis d'autres philosophes comme Burke après lui. Et du coup, c'était l'idée de qualifier le sentiment qui nous affectait face à la grandeur de la nature. Et ce sentiment qui nous affectait, c'était de la terreur, c'était de la stupéfaction. En fait, si on peut rapprocher l'Anthropocène du sublime, c'est aussi parce que ce qui qualifie l'Anthropocène, c'est l'idée d'une grandeur, d'une magnitude des événements qui sont en cours aujourd'hui et qui nous place tous, autant qu'on est, dans une situation d'impuissance, voire nous sommes fascinés finalement, comme le serpent, comme devant le serpent, par ce qui est en train de se passer, se dérouler devant nous, à tel point que on considère qu'on n'arrive même plus à bouger. Alors, et ça, on peut le mettre en correspondance, ce sentiment et ce qui nous affecte, avec la manière dont les gens ont qualifié, les chercheurs eux-mêmes ont de qualifier l'Anthropocène. Vous voyez là, l'espèce humaine est considérée comme une force géologique. On est dans des grandeurs et un ordre qui est sans comparaison, sans commune mesure avec d'autres phénomènes avant. Et pour le coup, on parle d'humanité colossale sur le plan géologique. C'est l'espèce humaine qui est en cause comme force puissante. Alors, cette source, finalement, du sublime anthropogénique, eh bien, c'est aussi celle de la nature par ces typhons. Vous avez tous entendu parler des nombreux phénomènes qui sont en train d'arriver et qui vont se dérouler de plus en plus. C'est une esthétique de l'effondrement, une esthétique de la terreur, une esthétique également du sacré face à ce qui est en train d'affecter la Terre. Alors, pourquoi être critique vis-à-vis de ça, sinon pour dire que, d'une part, il y a une forme de jouissance derrière. Et ça, c'est quelque chose qui a été très bien thématisé
par Burke dès les années au XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui a été thématisé en disant l'esthétique, c'est pas seulement une source de plaisir au sens positif du terme, mais c'est aussi une source de plaisir parce qu'on jouit devant la catastrophe. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on voit partout sur la scène aujourd'hui, à tel point que l'effondrement qui est en train d'arriver, que nous vivons aujourd'hui, est une source de conversation mondaine à presque chaque dîner, au point de plus savoir quel rôle ça joue dans les conversations ou en société. Et Burke avait très bien dit ça, qu'à la fois, il n'y avait personne qui serait en faveur d'un tremblement de terre, mais que suite à un tremblement de terre, tout le monde se ruerait pour admirer les ruines et éventuellement les morts qui en seraient les victimes. Donc, vous voyez que par rapport à cette anthropocène, eh bien, on a une esthétique qui est une esthétique totalisante, globale, qui unifie finalement toutes les terreurs qu'on pourrait avoir et qui unifie toutes les diversités et la multiplicité des expériences vécues d'un bout à l'autre de la planète, en dépit de culture. On est finalement en train d'anesthésier la multiplicité des formes de vie et du vivant sous ce qualificatif de l'anthropocène. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en art. Alors, on peut parler, par exemple, d'Olafur Eliasson, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, un artiste qui, là, on est à la Tate Gallery, et un artiste qui met en scène à chaque fois des phénomènes d'une certaine grandeur. Là, nous sommes devant le soleil, il parle lui-même des phénomènes climatiques comme quelque chose qui intéresse tout le monde, et on pourrait parler d'une esthétique qui vous happe, qui vous réduit, et qui vous enceint finalement par sa puissance. On n'est plus dans une position du spectateur qui met à distance un tableau ou une scène ou une installation même, mais on est capturé par cette installation. Alors, un autre travail, je ne sais pas si vous le connaissez, Edward Burdinsky, qui est très connu pour ses photographies tout à fait magnifiques. Elles sont même très... Enfin, il faut aller voir, là c'est une reproduction qui n'est pas forcément de la meilleure qualité, mais c'est des photographies qui sont très grandes et qui mettent en scène des paysages totalement en ruine. Là, c'est des restes de bateaux rouillés, et c'est des paysages que l'on peut qualifier de sublimes, c'est-à-dire qu'on est face à ce qui ressemble à une forme d'apocalypse, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement, par ailleurs, évidé de sa dimension humaine. Comme vous voyez, il n'y a aucun être humain, et sur la plupart de ces photographies, c'est le cas. Donc on est face à ça, on est un peu dubitatif face à ce qui est cherché. Voilà des rivières de nickel, c'est une autre type de photographie avec un diptyque et qui rend compte de la munificence finalement de cette rivière rouge, presque une rivière de sang, qui traverse ce paysage et qui signe sa dévastation. Alors, il y a d'autres artistes, par exemple Vincent Laforêt, qui est un artiste suisse, qui lui aussi fait des uses de la photographie comme une façon finalement de démontrer la grandeur de l'anthropocène. Et là, ce sont des paysages qui sont des paysages urbains. Et pour la plupart des chercheurs, vous savez que la ville est l'extension du phénomène urbain. On va arriver à 80% de l'humanité urbaine à partir de 2050 sur les comptes à venir. Et elle est signifiée par l'usage de la lumière à l'échelle de ville, au point que cette ville est complètement abstraite. Elle n'est juste finalement qu'un tracé, une figure sur l'image photographique. Là encore, on pourrait dire qu'on se trouve face à une figure du sublime où la dimension humaine, l'échelle humaine a été retirée et on est face à une image qui ne tient que pour elle-même. Alors, un autre travail, un travail de vidéaste cette fois-ci, et là, cet artiste, Charles Stankiewicz, pour cette vidéo, il a dégoupillé des grenades dans un paysage arctique jusqu'à saturer l'espace de couleurs, ce qu'il a filmé par ailleurs. Et on se retrouve face à ce paysage, ce qui est une atmosphère à la fois
absorbante, encore une fois, c'est ce caractère d'absorption dans le paysage qui est montré en face de soi, et puis avec une fascination pour ces espaces, l'Antarctique, l'Arctique, qui vont être bientôt au cœur des conflits, notamment par rapport aux questions de réserve d'espèces sauvages ou d'extraction d'un certain nombre de ressources. Alors, un travail qui est un peu différent, celui d'Ursula Bieman, Deep Weather, qui est une vidéo, là aussi, de 2013, et qui à la fois montre des paysages dévastés, mais elle les met en scène de telle façon à mettre en regard à la fois ces sables bitumineux d'Alberta au Canada, et puis un delta sud du Bangladesh, en montrant d'un côté ce qui affecte ce paysage, et de l'autre côté, eh bien, des personnes qui subissent finalement les forces de dévastation de ces questions climatiques. Alors, c'est intéressant parce que ce travail ne propose pas, à la différence, je dirais, du travail d'Edward Berdzinski, ne simplifie pas les complexités à l'œuvre derrière la dévastation propre à ces paysages. Elle en restitue toute la complexité entre social et économie, entre culturel et puis cette question d'un paysage qui se transforme devant nos yeux, au lieu d'en réduire la complexité comme les travaux, comme les images de Edward Berdzinski. Une autre forme de voyage, Pierre Huyghe, A Journey That Was Not, donc c'est à la fois le résultat d'un voyage, au sens l'artiste s'est déplacé jusqu'à aller en Antarctique, c'est ça, et il a fait de ce voyage un certain nombre de films, etc. Il a ramené une documentation et il a reproduit, il a créé une mise en scène qui, d'une certaine façon, racontait ce voyage à Central Park avec des musiciens, de telle façon à en restituer une certaine dimension, avec un personnage qui est caractéristique, c'est son personnage du pingouin, qui va constituer finalement un médiateur dans la mise en scène de ce paysage de l'Antarctique et du voyage qui lui a été donné de faire. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, par rapport à, par exemple, le travail d'Ursula Bieman et beaucoup d'artistes qui deviennent des documentaristes face à l'Anthropocène, c'est qu'il y a un travail de fictionnalisation du voyage et de l'expérience de déplacement de l'artiste, et aussi on rend compte dans ce travail de la difficulté qu'il y a justement à être un documentariste et de la multiplicité des points de vue possibles. Alors, bon, je vous ai donné là un premier aperçu d'un certain nombre d'artistes, notamment qui sont pris dans les raids du sublime face à la question de l'Anthropocène, qui ont du mal à se départir d'une certaine fascination face à ces questions, et on l'a vu sur Tchernobyl, ça c'était évident qu'on a beaucoup de travaux qui ont rendu compte de cette fascination, alors que de l'autre côté, on a des artistes qui œuvrent de manière très différente, et là je fais référence à la conférence de Paola Vigani hier, je crois que c'était son nom, Paola Vigani, qui faisait référence à l'exposition qui va avoir lieu à Milan, la triennale de design, et qui parlait de broken nature et de la nécessité de réparer la nature. Alors, je suis chercheur et je suis en collaboration avec une association qui s'appelle COAL, qui est une association coalition pour l'art et le développement durable, qui chaque année a un prix sur l'art et le développement durable et qui est remis à un artiste. Alors, c'est une collaboration depuis une dizaine d'années, et dans le cadre de cette collaboration, j'ai réalisé l'ouvrage que je vous ai présenté tout d'abord à partir des 500 projets qui ont été soumis et réalisés pour partie depuis la naissance du prix COAL jusqu'à aujourd'hui. Donc 500 projets artistiques qui m'ont permis de voir et d'explorer un certain nombre de tentatives d'artistes pour adopter une attitude assez différente que de celle des artistes que je vous ai montrés juste avant, des artistes qui œuvrent finalement dans une perspective de restauration. Alors, cette perspective de restauration de la nature, il faut savoir qu'elle a des labels extrêmement variés. Là, on avait
dès les années 90, il y avait un essai finalement de cartographie, de mapping de ces questions d'art environnemental et de voir à quoi ça pouvait donner lieu du point de vue des labels. C'est vrai que tout ça est très vite en train d'évoluer. Quoi qu'il en soit, là je ne vais pas me préoccuper de labels, mais de dire que l'ensemble de ces travaux pourrait ressortir à l'une ou l'autre de ces catégories. Alors, ce qui est intéressant avec ces artistes, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a une triple attitude. Ils sont dans l'idée finalement de mettre leur capacité de production, de forme environnementale, soit au service de la société d'une certaine manière, en lien avec soit des aménageurs, et ça on a toute une... je connais beaucoup d'artistes avec lesquels je travaille, qui travaillent avec des aménageurs dans l'espace urbain, je pense à Stéphane Chanclan, il y en a beaucoup par rapport à ça, et qui parfois finalement ce sont des artistes qui confinent à la figure de l'aménageur eux-mêmes. On peut dire qu'ils utilisent des techniques qui sont propres à l'aménageur, le plan, un certain nombre de techniques qu'on retrouve. Il y a des artistes un peu différents qui vont travailler avec les sciences de la nature et de la vie, ou des sciences physiques, et je vais vous en présenter quelques-uns. Ça, c'est un deuxième groupe d'artistes, et des artistes qui parfois se font scientifiques également, et transforment le vivant. Et puis, un dernier groupe d'artistes, je ne dis pas, ce ne sont pas des catégories pures, hein, les artistes peuvent adopter, c'est pour dessiner un petit peu cet ensemble, et un dernier groupe d'artistes qui travaillent avec les communautés habitantes, à des échelles souvent très locales, dans des projets de restauration des milieux dans lesquels vivent ces personnes. Et de ce point de vue-là, ces différentes pratiques, on peut dire que l'art ou la position de l'artiste est utilisée de telle façon à réengendrer la vie locale, la permettre à nouveau frais d'une certaine manière, avec l'usage d'un certain nombre de techniques qui permettent de créer des formes, tout en imaginant un futur écologique. Il y a un travail, vous allez le voir, de projection de ce futur écologique qui est finalement assez différent du travail de Dąbrzyński ou d'autres, puisqu'on n'est plus dans de la représentation au sens des images, ou des tableaux, ou d'un certain nombre d'outils ou d'installations même qui pourraient être faits, mais dans un travail sur la présentation. Je retirais le « re » à ce moment-là, de telle façon à dire que ces artistes, finalement, ils travaillent directement sur le terrain et ils essayent d'engendrer des futurs un peu différents à partir du réel existant. Alors, et du coup, évidemment, ça va de pair avec l'idée de ce qu'on a appelé empowerment, c'est-à-dire d'aider, il y a des stratégies finalement d'émancipation des populations à partir des travaux qui sont faits dans ce cadre. Bon, un premier travail, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un travail extrêmement connu, Time Landscape, Alanson Fist, qui a commencé en 1965. Cet artiste a décidé que New York ne devait pas simplement, on est à New York sur la Seconde Avenue, c'est quelque chose que vous pouvez voir aujourd'hui, cet artiste a décidé qu'on ne devait pas simplement célébrer la mémoire humaine au travers de monuments, mais qu'on devait célébrer la mémoire de la nature d'avant la colonisation, donc du temps finalement des populations indiennes qui vivaient sur cette île de Manhattan. Il a donc repris l'ensemble des espèces qui étaient sur place à travers une liste et il les a réimplantées dans ce qui s'appelle Time Landscape, donc dans cette forêt que vous voyez là en bas à gauche. Et c'est un travail tout à fait pionnier à une époque où New York avait des soucis avec pas mal de friches, hein. On n'était pas sur la pression foncière d'aujourd'hui. Je le rappelle toujours à quel point c'est difficile de travailler dans des contextes urbains où la pression foncière est tellement importante. Et du coup, il a célébré comme ça la mémoire de ces éléments naturels d'avant l'installation des colons sur l'île de Manhattan. Un deuxième travail, celui-là, je parle des travaux finalement de la préhistoire de cet art environnemental. Hans Haacke, un critique aussi, qui pour le coup donnait à croître, je crois que c'était du seigle, donnait à croître dans le cadre d'une exposition, mais il l'a fait aussi sur le toit de Cornell,
en laissant la place à des graines qui arrivaient par hasard, et de telle façon à donner à croître une herbe qui poussait à peu près comme elle voulait. Du coup, à l'époque, hein, on est en 69, c'était des gestes tout à fait innovants qui donnaient une certaine place au hasard. Joseph Beuys, pour ne nommer que lui, qui s'était lancé là dans un marécage de telle façon à protester contre l'assèchement du marécage de Zuiderzee, donc une action écologique avant l'heure, ou alors encore ce travail de Joseph Beuys qui consistait à planter ces fameux 7000 chênes à Cassel, et c'est en 82. Il faut se rappeler, et je vous montrerai d'autres travaux plus récents d'autres artistes, que certains artistes ont joué un rôle tout à fait notoire dans la création de partis écologistes ou de partis verts, que ce soit en Allemagne d'ailleurs, ou au Brésil, ou dans d'autres lieux encore. Donc une sensibilité particulière. Le travail de Patricia Johansson, qui est à Dallas, un travail qui est beaucoup basé sur le dessin, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que ces espèces de boudins que vous pouvez voir sur le lac, c'est son travail qui a été dessiné, mais qui a un rôle écologique dans l'épuration des eaux de ce lac, et qui marche toujours, que vous pouvez toujours aller voir au centre du lac, qui est devenu finalement un lieu qu'on visite au titre des sculptures qui ont été réalisées. Donc ça aussi, c'est un travail pionnier. Patricia Johansson a très peu réalisé. Il n'empêche que les quelques œuvres qu'elle a réalisées sont tout à fait exemplaires d'un travail qui relie les questions de l'art et de l'environnement. Alors, si on prend un autre travail, celui d'Andrea Carreto et de Raffaella Spagna, des artistes qui sont nés en Italie et qui travaillent beaucoup sur la question de la transformation de la matière. C'est quelque chose qui les préoccupe. Le travail que vous allez voir est un travail qui a été exposé pendant très longtemps au PAV, au Centre d'art contemporain de Turin, et on pouvait le voir, il n'en reste qu'une partie, je crois. Et du coup, ce qu'ils ont fait, à partir d'une formation l'un et l'autre, qui mélange anthropologie, biologie, écologie, paysage, c'est de créer des environnements. Je vais vous les montrer tout de suite, on reviendra sur les explications. Voilà, voilà, on est au PAV, là, c'est de créer des environnements qui donnent aux habitants, là c'était 80 habitants, qui avaient la possibilité d'expérimenter à la fois du jardinage dans cette espèce de structure métallique qui a été créée, et aussi la transformation de la matière au travers de la question du compost. Alors maintenant, ça peut paraître un peu dérisoire au regard des enjeux, et encore une fois, il y a la question de la grandeur. Pour travailler dans le champ de l'environnement depuis des années déjà, je suis toujours surprise de la mise en regard de l'importance de ce à quoi nous sommes confrontés d'un point de vue climatique ou environnemental, et du fait que ça permet de déqualifier ce type d'expérience. Alors qu'en vérité, il y a un moment donné où nous allons agir de manière locale, quoi qu'il en soit. Donc je ne pense pas que ce genre d'expérience puisse être déqualifié de ce type-là. Un autre projet qui s'appelle, qui est un travail de crochet, de tricot si vous préférez, qui a été mis en place par des sœurs et qui aussi ont créé l'Institut Institute for Figuring, et qui travaille beaucoup sur l'exploration des dimensions associées, poétiques, scientifiques, de l'ingénierie et des mathématiques. Alors, elles ont développé ce travail autour de l'idée, et je vais vous montrer pareil une image, c'est beaucoup de femmes ensemble qui font du crochet. C'est un travail participatif, collaboratif, à des échelles très impressionnantes. Attendez, voilà. Voilà un récif de corail de crochet qui résulte finalement de ce travail de multiples parts, et qui a été exposé dans bien des endroits, hein, et qui permet de figurer finalement la composition de ce corail de manière inédite. C'est très difficile de modéliser scientifiquement et mathématiquement le corail, et pour le coup, il apparaît qu'au travers du crochet. Je ne suis pas une spécialiste du crochet, mais on arrive à modéliser finalement des formes vivantes de ce type
en étant plus proche de leur morphologie. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que ça permet de travailler de manière concrète, artisanale, on peut dire, ce que signifie l'Anthropocène. À la fois, c'est des matérialités de réchauffement global qui affectent les récifs de corail et de pollution, et en même temps, c'est une forme de caresse, une forme de prise en charge de ces problématiques à l'échelle de personnes qui s'investissent collectivement. On peut voir une autre photo là qui rend compte encore mieux. Alors c'est un travail assez étonnant, à la fois kitsch sur le plan esthétique et en même temps extrêmement sophistiqué sur le plan de la modélisation du corail et des formes que ça prend. Alors un autre travail, c'est celui de Celia Gregory, une artiste anglaise qui installe des coraux, je suis toujours sur la thématique sous l'eau, qui installe des coraux sous l'eau, alors à partir d'une collaboration scientifique qui lui a permis de développer ce qu'ils ont appelé le biorock. Alors c'est une méthode de restauration du corail qui utilise du courant électrique de bas voltage de telle façon à faire concrétiser, accrétiser, je ne sais pas comment on dit, de la matière calcaire sur ces structures qui sont créées sous l'eau. Et ça permet de créer pour elle des sculptures sous l'eau, ce qu'elle a appelé des coral goddesses, les déesses de corail, qui sont finalement des milieux pour les poissons et pour le corail. Vous voyez là un début de travail dans ce sens-là, avec la statue au milieu. Des travaux sous l'eau, il y en a eu beaucoup de la part d'artistes, et notamment de modélisation du corail ou d'autres formes de pierres ou de structures sous-marines, de telle façon à abriter la vie sous-marine. Alors, un autre travail, et là on bascule à nouveau dans le cœur des villes, un travail collaboratif là aussi avec des communautés locales, celui d'Ethering. C'est un travail de verger urbain voilà, qui a permis à une communauté de se dédier autour de la création de ce verger urbain sur presque une année, je crois, ou même 2 ans, je ne me souviens plus exactement. Il y a eu tout un travail d'animation de ces lieux, de telle façon à essayer de célébrer la question de la production de la nourriture collective. Et c'est aussi une réponse de la part des participants à la question de à l'angoisse, à la perte de la biodiversité, à la question de la production sans pesticides aussi, c'est pas simplement, comme le disent les auteurs eux-mêmes, la question de produire de la nourriture, mais aussi créer des relations entre les êtres humains qui sont à l'origine de cette action participative. Alors vous voyez là 2 photos, c'était quand même sur un terrain assez grand, et ça a impliqué toute une série d'animations pendant un certain temps. Voilà. Alors, très vite, un travail de Jennifer Whiteman, parce que je vois que le temps passe, qui à la fois est chercheur, biologiste, et qui en même temps met en scène tout un travail artistique de production de tableaux, et je vais vous les montrer tout de suite, à partir de la boue des rivières urbaines. Et ce qui est intéressant, voilà, ça c'est ces tableaux à partir de la boue des rivières urbaines. Et en fait, ces boues contiennent tellement de toxiques avec différents éléments chimiques et puis organiques qui génèrent des couleurs au fur et à mesure que le tableau est constamment vivant. Il continue à vivre pendant un moment et ces couleurs sont la production vivante des différentes rivières, Gowanus Canal, etc., qui finalement c'est une représentation, mais une représentation qui continue à vivre pendant le temps de l'exposition. Alors, je crois qu'il va falloir que je conclue assez vite, et comme d'habitude, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Donc, un dernier travail, celui de Jeroen van Westen, un artiste néerlandais.
Lui, il a travaillé comme aménageur à ressusciter la mémoire des habitants, une rivière qui avait disparu, qui n'existait plus que dans les histoires des habitants des lieux. Il a utilisé le dessin, comme Patricia Johansson, pour faire exister cette rivière de manière collaborative à l'échelle du territoire. Alors, je voudrais conclure très rapidement, parce que je n'ai pas le temps d'aller... Un dernier travail, c'est celui de Maria Teresa Alves, hein, que je vous conseille d'aller voir. Pareil, la thématique du jardin potager, du jardin, avec un travail sur les graines qui sont contenues dans le ballast. Le ballast, c'est ce qui était dans le fond des bateaux, qui était amené du monde entier, et qui, quand on le ressollicite à nouveau, finalement est capable de produire une végétation assez florissante. Et ça a été le sujet d'exposition à plusieurs endroits. Alors pour conclure, je dirais que ces projets-là témoignent de la vitalité finalement, de l'investissement d'artistes qui sont très nombreux. Là, je n'ai pas pris ceux qui travaillent le plus avec des technologies avancées, mais bon, on aurait pu, et qui travaillent en collaboration avec des chercheurs. Dans ce cadre-là, avec Coal, nous avons créé un laboratoire de la culture durable, de telle façon à développer ces expérimentations entre recherche et création, ce qu'on a appelé de la recherche-création, et notamment cette exposition qui s'appelait Sol Fiction, qui partait sur les sols, 7 chercheurs, 7 artistes réunis pour inventer une nouvelle manière de concevoir les sols en faisant une exposition. Et nous avons comme ça produit une vingtaine de terrariums, vous savez, c'est-à-dire des espèces de tubes qui contiennent des sols inventés, à la fois inventés, qui sont une réplique des sols qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous savez que les sols sont complètement transformés. Je ne vais pas vous donner des chiffres, mais l'être humain, l'activité humaine a transformé une grande partie des sols de cette planète. Et ces sols du futur, avec ce qu'ils contiennent comme problèmes futurs, et notamment la négation de la vie à l'intérieur de ces sols, eh bien, ces sols du futur étaient exposés dans cette grande exposition. Et le public, et je finirai sur cette note, le public qui a été assez nombreux et qui est venu ce soir-là, témoignait de sa difficulté face à ce genre d'exposition, puisqu'il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la fiction ?» Parce que si c'est de la science, c'est vrai, si c'est de l'art, c'est de la fiction, et donc ça n'est pas vrai. Et du coup, quels sont ces objets que j'ai devant moi ? Et à vrai dire, cette déstabilisation du public face à ce genre d'expérimentation témoigne de la difficulté à se situer dans ces temps futurs, y compris en termes de projection. Voilà, je vous remercie.